La mémoire est l'étoffe qui habille nos rêves. Telle est sans doute la phrase qu'ont dû prononcer ces passionnés de l'histoire des marais. Picauville 1994, c'est là que tout commence. Deux associations, Élan et Amarrage, qui ont en charge l'aide à la socialisation et la réinsertion des personnes handicapées, émettent l'idée de construire une gabarre. Donc fin 94, M. Durel a réalisé une étude pour faire les plans de la gabarre. Il s'est appuyé sur des écrits d'auteurs régionaux et sur l'épave de la gabarre de Trubéo. Une gabarre identique à celle qui naviguait sur les rivières du Cotentin, la Douve, la Vire, la Taute, au siècle passé. Alors les gabarres, donc, à mon avis, remontent à des temps très reculés, parce que la construction de ce type de bateau est, on peut dire, elle est celte. La gabarre est un bateau qu'on peut retrouver sur toutes les rivières de France, ou à peu près, sous des formes très différentes, mais qui ramènent toutes à une forme de bateau par lequel passait tout le commerce dans l'Antiquité. Il y a un petit témoin qui existe dans chaque épave. On peut retrouver en Europe centrale, en Pologne et partout. C'est le calfatage à la mousse des bois trempés dans du goudron. Vous n'êtes pas comme les gens de Tribou et d'ailleurs, parce que quand on leur parle de gabarre, ils se figurent que ça date d'il y a 50 ans, 100 ans, 100 ans. Mais ils ne pensent pas que ce soit si loin que ça. J'ai trouvé des écrits qui indiquent qu'au XIIe siècle, il y avait un chantier naval à Tribou. Le pays inondé pendant tant de siècles n'a pu avoir de communication qu'avec un seul moyen, l'embarcation. On sait que 3000 ans avant Jésus-Christ, l'homme est installé et il circule certainement dans des pirogues monoxyles dont on a trouvé un certain nombre d'exemplaires. Et je crois que la dernière, c'est celle de Rouville-la-Place, qui a dû être découverte vers 1965-66, par là. La pirogue monoxyle, c'est le deuxième stade de l'outil pour naviguer, c'est-à-dire le premier, c'est sans doute le tronc d'arbre sur lequel l'homme est parti à cheval, en chevauchant un tronc d'arbre. Et le deuxième stade, c'est celui où, pour pouvoir transporter avec un peu plus de sécurité, on a creusé ce tronc d'arbre. On a pris un tronc d'arbre beaucoup plus important, on l'a creusé. Le bois ne se laisse pas faire facilement, alors on l'a d'abord sans doute creusé simplement, et on s'est aperçu que ça fondait très vite. Et les pirogues monoxyles ont très vite été aménagées. On a prévu dans la construction, au moment du creusement, des renforts qui sont venus dans la masse, dans le tronc d'arbre, et qui, petit à petit, le bateau s'est perfectionné dans sa structure. Elle est devenue plus homogène, plus solide. Et puis on s'est aperçu quand même que pour porter un peu plus de choses, le bateau a dû être surmonté d'une planche pour emporter plus de volume, plus de poids. Et cette planche a suivi d'une deuxième planche. Et petit à petit, le tronc d'arbre étant plus difficile à trouver, le tronc d'arbre de grande taille a donc diminué de dimension et on a rajouté des planches. Le bordé était né. Alors, je suis venu faire la gabarre. J'étais pas vieux, j'avais combien, 13 ans à peu près. Ah oui, pas plus. Alors, je croyais que c'était un métier formidable, mais c'était pas le cas, hein. Je vais vous le dire. Alors, j'ai fait ça environ peut-être 4 ans quand même, ah oui, pas plus. Puis j'en avais marre, c'était un métier très dur, hein.
Ça veillait pas tout gras la portion. Hein. Un tour, on a été 8 jours à la BDV mouillé là. Il faisait une tempête formidable. On a mis les 2 ans que je suis né du bâté, hein. Mais je vous garantis qu'il sautait le gars. Hein. Oui, j'étais pas vieux, je connais pas, mais s'il lâchait une pète, on est parti. Hein. Oh, mais ça te dur, mon Dieu. Oh là là. Oh, le mauvais temps, c'est surtout la mer que c'était le plus dur. Hein. Parce qu'il fallait des charbons pour faire des gabarres. Et il fallait des sciures de long. Écoutez, les sciures de long, c'était amusant. Parce que ça nous amusait, nous les gosses, forcément. Il ne fallait pas grand-chose pour nous amuser. Et il y avait un homme qui était sur l'arbre et un autre qui était en bas. Et alors, ils actionnaient le colbert pour faire des planches qui servaient à faire les gabarres. Alors, c'était donc des charrons. Alors, les charrons étaient au moins 6, il y en avait 6. Les uns faisaient les charpentes proprement dites, et les autres construisaient les voitures hippomobiles, les grandes et les petites, c'est-à-dire le charti, la carriole, le panneau, et aussi la brouette à bras, et la brouette à traire. Ces constructeurs n'étaient pas des charpentiers de marine, parce que le tracé d'un bateau de mer et le tracé d'une gabarre n'ont rien à voir. Encore qu'un charpentier de marine aurait pu aller travailler, aurait pu, je dis bien, je ne suis pas persuadé, faire une gabarre, c'est arrivé, parce que Longuemare a fait 2 gabarres dans sa vie, Longuemare de Grand-Camp. Mais je pense que ça n'était pas non plus des charpentiers de bâtiment, encore que là, des charpentiers de gabarre pouvaient faire des maisons et l'inverse, à mon avis, non. Mais ces constructeurs de gabarres étaient des gens qui se sont transmis un savoir tout le long des siècles, ce savoir très particulier de la construction d'un bateau de rivière. Alors, parce qu'à l'époque, les gabarres, il y avait ce qu'on appelait le goguet, mais bon, en patois, on dit un godier. Peut-être pouvait-il à la fois être gabarier et constructeur, enfin l'un après l'autre, mais c'était des gens très particuliers attachés au marais. C'était pas des paysans, c'était pas des charpentiers, c'était des gens attachés au marais, attachés au bateau du marais. Il y a un instinct, il y a quelque chose d'un instinct de l'eau, des rapports avec l'eau, de l'outil qui leur sert pour aller sur l'eau, qu'on ne peut pas, ça ne s'improvise pas. Les gens qui se disaient bateliers, ils étaient soit patrons, soit ils aidaient le patron il avait 1 ou 2 bons hommes pour aller avec lui, mais ils faisaient autre chose. Bien souvent, ils avaient 1 ou 2 vaches, ces gens-là. À cette époque-là, une multitude de gens qui n'avaient guère d'autre terre que le marais, quoi. Ils avaient le minimum pour pouvoir passer les bestiaux l'hiver, pour avoir du foin, et encore ils avaient du foin dans le marais. Mais quand la mauvaise saison, ils ne pouvaient pas les rentrer à l'étable dès le mois d'octobre, alors que ils avaient une pièce ou 2 qui louaient ou qu'ils avaient de leurs parents, quoi. Mais la plupart des petites gens, vous savez, ils étaient dans le marais tout le temps. Les bonnes femmes, par exemple, il fallait qu'elles se lèvent le matin pour aller traire les 2 vaches qui étaient dans le marais, et puis le soir aussi. J'ai souvent raconté, dans le brouillard, par exemple, quand arrivait le mois de septembre, le brouillard, des fois, à couper au couteau, les femmes arrivaient à la barrière, et puis ils ne voyaient pas de vaches. Hein. Et alors, j'amusais les gens souvent en criant ce que criaient les bonnes femmes pour appeler leurs vaches. Chaque femme avait sa vache, et la vache connaissait la voix de la bonne femme, certainement. Tché, vita. On entendait ça, c'est les jours de brouillard, on entendait ça, comme on entend actuellement les sirènes au port, quoi. Une gabarre comme celle que Gilbert Foigny a construite, d'après l'épave retrouvée à Tribou, est un des bateaux de la plus grande taille. On peut dire 17 mètres, 17 mètres 50. Il n'y a pas eu beaucoup de bateaux beaucoup plus grands que celui-là. 5 mètres de large, 3 parties, le fond plat où est la charge, la partie avant habitable, si on peut dire, et la partie arrière réservée, si on peut dire, à la navigation, avec ce grand aviron de queue
qui reste pour la diriger sous voile, parce qu'on a aussi une voile, et qui sert aussi non pas de godille, parce qu'on ne peut pas, vu l'axe planté dans l'aviron, dans le manche, on ne peut pas godiller, mais on peut diriger et provoquer une dérive pour l'accostage, ainsi de suite, quoi, hein. Alors on voit très bien que cette gabarre est faite avec un fond très épais, tenu en planche longitudinale, tenu par des madriers transversaux, en chêne et en orme, mais certainement que les madriers étaient en chêne et le fond de la gabarre était en orme. L'orme, pourquoi? Parce que c'est un bois fibreux qui tient bien dans l'eau. Il ne faut pas que ce bois-là prenne l'air, il reste dans l'eau, il durcit, mais surtout il est fibreux. Alors si vous voulez, comme c'est un bateau qui s'échoue régulièrement à marée basse pour le charger de tangue, il faut que le fond tienne, le chêne ne suffirait pas. Les parties avant et arrière devaient être en norme aussi, mais c'est pas sûr du tout parce que la partie émerge. Elle était peut-être en chêne, mais ça on n'a pas toutes les preuves. Il faudrait redécouvrir et retravailler d'autres épaves. Alors on voit très bien tous ces madriers qui tiennent l'ensemble des fonds, puis ensuite les deux côtés en chêne, assez évasés, qui sont surélevés de parties faciles à changer, parties qui s'usent tout au cours du travail de ce bateau, de sa navigation dans les écluses. Donc ces parties-là, celle du haut est en sapin, elle est facile à changer, elle ne coûte pas cher. Là, on peut, en gros, avec la cabane à l'avant dans laquelle les deux hommes pouvaient dormir, on a ici le banc de mât avec une cloison étanche où on pouvait puiser l'eau pour la vider, parce que la tangue amenait pas mal de flotte. Et puis, même si le bateau prenait l'eau, on pouvait le vider. Il y a deux parties intéressantes. C'est le bloc avant et le bloc arrière qui étaient taillés dans la masse, très résistants, très forts, et sur lequel l'arrière était fixé une énorme cheville de bois dans laquelle l'aviron était planté. L'avant était très solide aussi pour les accostages un peu brutaux. Quand le vent le convenait, parce qu'il n'était pas question de tirer des bords avec ce bateau-là, mais ce mât-là possédait une voile carrée qui avait une particularité qu'on ne trouve pas sur les bateaux de mer, c'est-à-dire que la voile s'enroulait autour de la vergue. On roulait la voile comme un rideau et on mettait la drisse à la hauteur qu'il fallait s'il y avait, selon la force du vent.